Ave Maria, gratia plena. Voilà, chers auditeurs, c'est un chant normand, une annonciation du XVIe siècle, excusez du peu. Donc cette résurrection des chants populaires français par les chœurs montjoie est aussi un très joli cadeau. Et puis j'ai l'habitude de dire que si pendant vos voyages, vous mettez ces musiques dans la voiture, vos enfants seront vaccinés à jamais contre d'autres rythmes beaucoup plus agressifs et qui ne représentent pas notre oreille française, notre mélodie française. Donc, vous leur donnez ça dès 6 mois, je dois dire même dès la grossesse, et vous formez ainsi la petite cervelle de vos enfants. Merci, cher auditeur. La Grange aux Belles, c'est une rivière. Entre Montmartre et Belleville, c'est une rivière transformée en égout, malheureusement. Il y en a d'autres à Paris. Il y a la Grange Batelière. La Grange aussi, Batelière, oui, qu'on connaît moins, celle-là. Et oui, elle n'est pas près de l'Opéra ? Oui, elle passe sous l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. C'est ça. Et je l'ai exploré parce que quand j'étais chef scout à Bonne-Nouvelle, ça c'est tout de suite après la guerre. Oui, de la crypte, il y avait un escalier qui descendait sur la rivière, qui a été muré depuis. On a exploré ça, la Grange Batelière. Ça ne m'étonne pas de vous, Jean Raspail. Quand le démon de l'aventure vous tient, on n'y résiste pas. Alors, vous nous emmenez aux Antilles avec ce livre « Secouons le cocotier », qui est un livre, je vous dois le dire, chers auditeurs, réjouissant, absolument réjouissant. C'est vraiment une peinture au vitriol de cette espèce de mirage des cocotiers tel que l'on voit aujourd'hui. Ce livre est prémonitoire, 1966, et aujourd'hui, les catalogues nous vendent des Antilles tout le temps. Est-ce que vous avez conscience de cela ? Oui, c'est assez impressionnant. Je l'ai relu, il a fallu. Je l'ai écrit en 66, et ça fait la marche du monde a été tellement rapide. Ouais. Et je me suis rendu compte en relisant ça, je me suis dit, mais mon Dieu, j'avais 40 ans quand même, en 66, je n'étais pas un tout jeune homme, hein. Et maintenant, tout a complètement changé, tout a, comme vous dites, le mirage des Antilles. Je crois que vous avez été là-bas aux Antilles. Hein. Oui. Alors il y a aussi quelque chose, après on ne parlera plus de ça, bien entendu, c'est que le ton et le style de ce livre, c'est drôle, c'est vrai, c'est vache, c'est très vache, c'est également souvent parfois admiratif parce que j'aime aussi les Antilles, voilà. Un peu, beaucoup, mais passionnément. La liberté de ton m'a absolument époustouflé. Je me dis comment on écrivait comme ça de ce temps-là, ça a passé, mais enfin c'est pas possible. Bon, mais ça c'est extraordinaire aussi, qui a changé. Vous dites les choses. Maintenant, on n'a ni l'oreille, ni la pensée adaptée à sortir ce genre de choses tout le temps. Ça, c'est fou. D'un autre côté, c'est un style que j'ai en fait abandonné depuis. C'est très libre. Il est assez trivial par moment. D'ailleurs, il y avait un chroniqueur, quand il est sorti, qui avait écrit, d'ailleurs, dans Rivarol, je ne sais pas pourquoi ce type célèbre écrivait dans Rivarol, il s'appelait André Terrive. Oui. Et il a écrit... Rivarol était un journal très oui, c'est ça. Connu, avec grosse surface. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il avait écrit, en faisant la critique de ceux qu'on le cocotier, il avait écrit une trivialité soigneusement élaborée. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui lui avait pas plu ? Comme si je le faisais exprès. La série des culs qui cague le matin sur le bastingage, parce que rien n'est trivial dans ce que vous dites. En fait, c'est la nature. En fait, la plupart de mes livres n'ont plus été écrits sur ce ton-là. Oui. Par moments, je le regrette. D'un autre côté, c'était du brut de décoffrage. Pour planter le décor, c'est un livre réaction aux descriptions dithyrambiques et sottes des clients de voyage. Oui, les descriptions sur les Antilles ont toujours été assez stupides. À l'époque, ça l'était déjà, encore que le tourisme commençait à peine. Hein.
Oui, Voilà. oui, donc c'est Ouais. les premiers mouvements Ouais. des sirènes, Ouais. des touristes, des affaires de tourisme, des opérations Alors, de le tourisme. mythe, le paradis, les plages de sable blanc, la nuit qui Voilà, brille. l'œil est fasciné par l'orgie des couleurs naturelles, Oui, le c'est goût ça. est flatté par la succulence des fruits savoureux. Oui, c'est- L'oreille s'habitue vite au bruissement des palmiers dans la brise constante et sent cette sensation générale d'être caressé par l'air embaumé et purement sensuel. Et vous écrivez, c'est envoyé, non? Un autre livre, 40 000 pages, auteur connu, ouvert par hasard à la page 15, je le jure. Plus loin, c'est un bouquet de cocotiers que le vent incline et dont les éventails d'or s'abaissent jusqu'au sable, où de rudes mains semèrent peut-être des pépites souillées de sang. Et merde! Voyez-vous un autre mot qui conviendrait le mieux? Lévi-Strauss de Triste Tropique, Troya de Gratte-Ciel en cocotier, Chabrol de 1000 millions de nippons, Sandrard et quelques autres. Au secours! Aidez-moi à chasser cette mer bleue qui ne signifie rien, ces plages sans fin qui n'attendent plus que les baigneurs escapés de Miami, de Saint-Tropez et de Las Palmas, et cet alibi sans bavure, ce chaud soleil installé au centre de la panoplie antillaise. Et puis, tous ces lézards qui se dorent paresseusement et vous invitent au farniente tropical. Je cite encore un autre livre. J'écrirai ce que je veux, ce que je pense, en dépit du rhum et dans n'importe quel ordre. J'ai résolu cependant de numéroter mes petits chapitres et d'en établir une table des matières après le mot fin. Comme une addition, souci d'ordre qui plaira, je l'espère, au lecteur égaré qui souhaite faire les Antilles à son prochain congé. Il y a une sorte de parti pris dans cette affaire. Comment dirais-je, il y a un peu de pause, je trouve, quand je relis ça. Il y a une volonté il y a une certaine volonté de choquer, sans doute. Non, moi je crois que vous réagissez vraiment d'abord parce que vous êtes épris de littérature. Donc cette Ouais. littérature de voyage, des catalogues, c'est vrai, insupportable. Ah oui. Moi je peux plus regarder un catalogue de voyage. Il y a une phrase dans un livre qui se passe en Polynésie, qui a été très célèbre autrefois, qui s'appelle Le Passage de Jean Reverzy. C'est l'histoire d'une île, genre paradis polynésien, où il y a très peu d'habitants. Il y a uniquement un gendarme, un commerçant, et puis un infirmier qui passe de temps en temps. C'est les 2-3 seuls Européens. Et ils sont là depuis un certain temps. Et ils sont sur la plage l'un des trois blancs dit, il regarde la mer immaculée, la plage, les cocotiers. Il regarde vers le nord et il dit « Ah, mon Dieu, les Aléoutiennes !» Alors, les Aléoutiennes, c'est une île qui est au large de l'Alaska où il faut un froid de Dieu. Et lui, il pense qu'il rêve aux Aléoutiennes. C'est-à-dire, il faut reconnaître... Non, les Antilles, c'est quand même beau. Il y a beaucoup d'endroits vraiment sublimes. Seulement... on a eu tort et on continue à avoir tort de les magnifier perpétuellement. Ça vient comme ce sont des cartes postales. Et il n'y a pas que ça. Il y a des tas d'autres choses. Et là où j'ai piqué des colères, d'ailleurs, c'est probablement parce que tout était basé sur les cocotiers, le sable blanc, le farniente, la plage, etc. Maintenant, ce sont les charters en plus, les sublimes bateaux à voile, etc. Or, il y a des quantités d'autres choses qui sont intéressantes et souvent sympathiques. Bien sûr. Alors, vous comparez finalement la littérature de voyage. Et la littérature de voyage, évidemment, au début de ces voyages au long cours, si je puis dire, est très très différente. Vous citez Paul Morand en 1929 dans Hiver Caraïbes. J'aurais joui en pleine conscience du monde qui finit. J'aurais vu les derniers beaux pays, reçu les derniers saluts de races encore respectueuses. Blanc, je me promène dans les mondes jaunes et noirs, comme un seigneur qui reçoit les hommages des paysans à la fin du XVIIIe siècle, tout en sachant que cela ne durera pas. Il trouve qu'en ce début de juillet 1789, il fait bon vivre. Et vous continuez, Jean. Un vénard, ce Paul Morand, qui se baladait entre deux rangées de chères têtes noires courbées et qui, par-dessus le marché, trouvait naturel et mérité cet hommage à la race blanche.
Comment s'étonner qu'il se soit égaré plus tard dans des chemins politiques sans issue, jusqu'à buter dernièrement sur une pancarte « Académie française, entrée interdite ». Comme vous avez raison, maître, comme rien n'a duré et que vous avez bien fait d'en jouir. Je n'étais cependant pas de votre avis. Si j'avais voyagé en 1929, j'aurais sans doute écrit ma révolte devant l'inégalité raciale, ma honte d'une supériorité blanche trop vaniteusement affirmée. De même qu'en 1789, j'aurais couru attaquer la Bastille, quitte à m'apercevoir ensuite que je m'étais fourvoyé, puisque personne n'y était enfermé. En 1960, j'écrivais encore ainsi. Depuis, j'ai vu tant d'absurdités, j'ai été le témoin de tant d'inepties, que dans l'hésitation de ma pensée, il me vient peu à peu la conscience aiguë de la couleur de ma peau. Elle est blanche et pour un peu, j'en deviendrai orgueilleux, ce qui est un grave défaut, j'en conviens volontiers, mais qu'il est difficile lorsqu'on voyage de s'en corriger. Pour me conserver fidèle à mes opinions passées, je sens qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, m'inscrire à la Ligue des droits de l'homme et ne plus jamais quitter la France. Je deviendrai une belle conscience, mon rêve. Voilà l'insolence de 1966. Oh, pardon, j'avais pas oublié, mais pas presque, parce que j'ai pas relu pèse son pesant de cacahuètes aujourd'hui. Oui, ouais. Ce livre, d'ailleurs, a eu un prix important de l'Académie française. Il n'existe plus, c'est le prix Jean Walter. Jean Walter, c'est un milliardaire qui avait beaucoup d'argent à l'Académie. Et il y avait les bourses d'Elijah, les choses comme ça. Il avait fait beaucoup de choses. Et le prix, par l'argent versé, était un des plus importants de l'année. Et j'ai été donc invité à la cérémonie où on donne les listes. Et ce livre, les académiciens ont voté en 66 pour ce livre. Oui. Ils ont lu ce que vous venez de lire. Oui. Hein. Oui. Mettez les académiciens d'aujourd'hui, s'il vous plaît, devant ce même genre de lecture. Bon. Non de vieillesse, mais d'étonnement. C'était Maurice Genevoix à ce moment-là qui était secrétaire perpétuel. Alors, vous étiez... vous voyagiez professionnellement à cette époque. Racontez-nous. On peut pas dire que ce soit. On peut pas dire que ce soit que je voyageais professionnellement. Il fallait que je gagne de l'argent avec mes voyages. Voilà. C'est pas tout à fait. Oui, absolument. C'est pas tout à fait la même chose. Vous rentabilisez ça se vos ressemble. Voyages. Il fallait absolument les rentabiliser parce qu'il fallait bien que je vive et que je fasse vivre ma famille. Et comme au fond c'était la seule chose que je faisais de bien, c'est-à-dire de voyager, de raconter. Bon, ben c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Mais vous n'étiez pas encombrant pour votre famille? Non, pas trop. Non, oui, mais quand j'étais là complètement. Hein. Oui. Comme les marins. Dire, pas mon bureau à la maison. Comme les marins. Oui, ça. Comme les marins. Mais j'ai quand même été attiré par les Antilles. Il faut reconnaître que ça peut faire rêver. Mais en 66, ça faisait plus rêver qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes en face d'une industrie hôtelière gigantesque qui de moyens de distraction touristique sont devenus des îles ludiques. C'est plus, en 66 ça n'était pas ça, et on pouvait en rêver. À preuve que par exemple Saint-Barthélemy, comme ça je prends cette île-là parce que tout le monde la connaît, je crois que vous y êtes allé, il me semble. Aussi. Saint-Barthélemy, quand j'y suis arrivé, Saint-Barthélemy, Dieu sait qu'on en parle. Hein. Oui. C'est pire que Saint-Tropez maintenant. On dit même pas Saint-Barthélemy, on dit Saint-Barth. Saint-Barth, oui, c'est ça. C'est exact, oui. D'ailleurs, on disait déjà Saint-Barth un peu à ce moment-là, c'est vrai. Non. Alors, j'y suis arrivé, moi. Oui, île française. C'est à 300 km à peu près au nord de la Guadeloupe. On parle là, si vous voulez, de Saint-Martin, qui est l'île d'à côté. Saint-Barthélemy, en 66, était toujours peuplé de 2000 descendants de Bretons et d'Angevins. C'est ça qui est fantastique. Tous blancs. Il faut dire qu'il n'y a jamais eu à Saint-Barthélemy, la raison n'est pas vraiment la preuve d'un racisme exacerbé de la part des habitants, c'est que tout simplement il y a quasiment pas de terre arable et qu'il n'y a pas de canne à sucre ni de bananes ni de choses comme ça. Or c'était le travail qui exigeait autrefois le plus de main d'œuvre. Voilà. Saint-Barthélemy, j'y suis arrivé en goélette. À ce moment-là, il n'y avait
pas de paquebot qui fait escale, pas de bateau, rien du tout. Pas d'avion. Il y avait, petit une avion, petite ligne aérienne commençait. Oui. Mais j'ai voulu y arriver en goélette. C'était la dernière goélette de Saint-Barth. Saint-Barth avait autrefois 200 ou 300 goélettes qui faisaient le commerce et surtout la contrebande dans toute la Caraïbe. La flibuste. Surtout au moment de la prohibition et après les cigarettes. Enfin bon, contrebande digne, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de contrebande de femmes, d'armes ou quoi que ce soit. Ce sont les catholiques pratiquants on fait la contrebande de cigarettes, mais on fait des choses comme ça. J'aime votre Digne. Enfin, précision, contrebande digne. Voilà. Vous allez faire naître des vocations, Jean, attention. Oui, j'anticipe. Il y avait à ce moment-là, à Saint-Barth, qu'un seul hôtel avec 6 chambres, qui était celui du maire, Rémy Duhaenen, on aura peut-être l'occasion de parler en passant. Portrait, oui. Ouais. Et puis un autre qui se trouvait à Gustavert, la capitale, où j'ai d'ailleurs été le seul client, qui était une sorte de baraque assez moche. Il n'y avait rien d'autre, voilà. Bien. Je suis arrivé en goélette. La goélette appartenait à des gens d'une famille de Saint-Barth, les Gréaux. C'est un des noms les plus connus. Ils ont 5 noms, tous, de Saint-Barth et tout. Ils n'en ont pas plus. Hein. Ils ont 5 patronymes familiaux. Henri Gréaux. Sa goélette était vraiment à l'ancienne. On était très fiers, c'était la dernière goélette française encore inscrite au registre du commerce international. Le bateau était très, très vieux, très âgé. Voile, uniquement voile. 5 hommes d'équipage, qui étaient des Noirs ou des mulâtres de l'île anglaise voisine, et lui. Et le voyage durait 2 jours, et je suis arrivé dans les exactes conditions dans lesquelles on arrivait autrefois à Saint-Barth, et dans lesquelles on y arrivait encore maintenant. Je suis devenu ami avec Henri Gréaux, et à la suite c'est très amusant, au début, les Saint-Barth sont pas très ouverts. Hein. C'est un peu comme en Normandie ou dans mon où ils viennent, comment dirais-je, le type qui vient du village d'à côté, on regarde de travers. Hein. C'est un hors-saint. Oui, un hors-saint, c'est ça. Et donc, au milieu du voyage, le deuxième matin, il s'est complètement ouvert parce que, eh bien, ce sera un peu trivial mon récit, mais ça ne fait rien, on va passer vite. Nous nous sommes installés, nous sommes installés les 5 marins, Henri Gréaux, le capitaine, et moi, sous le vent, sous le vent, agrippés au banc et les pieds sur le bateau, en position de faire ce que les enfants appellent, les enfants appellent le joli popo du matin, quoi. Et alors, on était tous les 7 comme ça, et il passait au large un bateau américain, c'était à peu près les seuls qu'on voyait, qui s'est enfui. On entendait les hurlements des femmes qui étaient installées tranquillement en train de prendre des bains de soleil. Et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Henri Gréaux. Et Henri Gréaux, je ne sais pas s'il est encore vivant. Et après, pour vous dire également le changement, c'est que quand je suis retourné à Saint-Barth, je suis retourné plusieurs fois depuis, mais maintenant, il y a longtemps, la dernière fois, il y a au moins 20 ans, 25 ans. Henri Gréaux était devenu le plus grand loueur de voitures. C'est lui qui louait toutes les mini-Moog, toutes les petites mini qu'on loue à Saint-Barth. Voilà, le dernier épisode de Goélette était devenu un peu comment dirais-je, un puissant commerçant. Vous savez que les Normands sont enfin riches, parce qu'ils ont été très très pauvres pendant des années et des générations, et maintenant ils sont richissimes parce que leur terre a pris une valeur considérable. Et beaucoup d'Américains cherchent à acheter une terre à Saint-Barthélemy. Oui. Et le prix du mètre carré... c'est pas tout vrai, c'est qu'ils vendent pas facilement du tout. Ils ont crevé la faim pendant des siècles. Sous les Français, puis sous les Suédois, parce qu'on a voulu se débarrasser de l'île, on a vendu aux Suédois, on l'a racheté à la fin en 1900, les poussières, je ne sais plus, bon, peu importe. Ils ont vraiment crevé la faim. Et puis, c'est avec la contrebande et le commerce quand ils ont découvert ça. Et ils ont à un certain moment gagné beaucoup d'argent. Et quand on a fait l'échange des billets, personne ne s'en souvient, il y a eu l'échange des billets
quand on a, comment Oui. dirais-je, Les bas de laine. oui, on a l'échange de billets pour de les bas francs de laine. en euros. Ouais, ah non, non, non. Oh là là, mon Dieu, c'est pas le franc en C'était euros. avant. C'est Encore après, avant. c'est après des ans après la guerre pour assécher comment dirais-je, les profits mafieux pendant la guerre. Oui. Voilà. Alors à Saint-Barth, ils n'avaient pas pu faire de profits mafieux pendant la guerre, voilà. Et on avait prévu, je sais pas, une dizaine de millions. Et ils sont arrivés avec des bas de laine absolument prodigieux. Il y avait des vieilles dames qui avaient 3 chèvres et qui arrivaient avec la valeur de 100 000 euros d'aujourd'hui, etc., etc. Non, j'aime beaucoup les Saint-Barth. J'ai dit pas toujours du bien d'eux, mais Et le lieu est un lieu de rêve, puisque c'est Oui. un port qui est au fond d'une comment est-ce qu'on peut dire ça? c'est ce qu'on appelle un trou à cyclone. C'est un port qui, dès qu'il y a un cyclone, il faut surtout quitter le port. Oui. Il est au bout d'une grande, comme une rivière, un peu comme Saint-Florent, en Corse. Un petit peu. Un peu comme Bonifacio. C'est très resserré, Bonifacio, mais sans les falaises, parce que les collines sont douces. Mais c'est... et on navigue un certain temps avant d'arriver au fond du port. Mais ils ont fait, en effet, de l'argent avec leur terrain. Mais souvent, c'est eux qui ont pris l'initiative de construire. Ils ont construit sur leur terrain. Et alors, vous montrez le mythe du tourisme effrayant parce que vous montrez cette espèce d'avidité, de désir de faire venir des touristes, et principalement des touristes américains. Et puis que finalement, la plupart du temps, c'est suivi de grandes déceptions. Parce que les investissements ne sont pas suivis des faits, Il y a des îles qui ont été complètement sabotées, beaucoup d'ailleurs, par ça. Saint-Barthélemy, non. Ils ont toujours été assez intelligents pour contrôler les Corses, pour contrôler leur rivage. Ils ont besoin de leurs types qui font sauter les projets immobiliers. Tout projet qui voilà, n'est pas boum, respectable. Mais les Saint-Barth n'ont pas eu besoin de faire ça. Il suffisait qu'ils ne vendent pas. Ils ont été très, très assez intelligents. Ils ont été des paysans normands. Oui, c'est ça. Et alors, il leur est arrivé la plus grande chose qu'ils souhaitaient depuis qu'ils ont été récupérés par la France en 1900, c'est d'être indépendants de la Guadeloupe. Oui. Parce que ça faisait partie du département de la Guadeloupe. Oui. Or, les Saint-Barth sont différents, très sourcilleux sur l'intégrité de leur identité, n'est-ce pas? La périphrase est bonne. Parfait. Voilà, oui, c'est comme ça, ils sont comme ça. Les instances de la censure sont satisfaites. Ils y sont arrivés. Ça n'a pas toujours donné de bons résultats, d'ailleurs. Non, mais comme ils sont peu à peu, comment dirais-je, ils ont fait des études et tout, ces gens comme vous et moi maintenant, au bout de 40 ans, ils ont épousé des métropolitaines. Ça c'est fini quand même. Et alors, j'ai perdu le fil. C'est Saint-Barth. Non, mais oui, aujourd'hui. Oui. Alors, oui, ça. Et ils voulaient absolument être séparés. Or, ils le sont maintenant. Et maintenant, c'est un territoire autonome. Ces îles sont aussi le refuge de personnalités absolument hors normes. Des personnalités qui ne trouvaient pas d'espace assez grand dans la métropole, ou carrément des personnalités en fuite. C'est toujours aussi très intéressant, le phénomène de l'île. Vous faites un certain nombre de portraits absolument merveilleux. Je pense à cet homme qui fait des maquettes. C'est Beigneux. Maurice Beigneux. Tout à fait fabuleux. Beigneux, c'était la Désirade. La Désirade est une île, alors je ne sais plus maintenant si on a des tas d'hôtels à la Désirade, mais c'était une île qui était ignorée complètement, bien que Christophe Colomb, à son deuxième voyage, c'est là qu'il a atterri. C'est pour ça qu'il l'a appelée la Désirade, celle qui est désirée.
C'est une île qui ressemble un peu à un cercueil posé sur la mer. Il y avait bien très peu de végétation. Il pousse pas grand-chose. Il y a pas beaucoup de canne à sucre, etc. Et on y a installé il y a léproserie. Ouais, c'est là il y avait une léproserie et le roi y envoyait tous les vauriens dont on voulait se débarrasser en France, en particulier les cadets de famille qui s'étaient mal conduits, on les envoyait là-bas, la Désirade. Et la Désirade, il y avait donc une léproserie avec des petites sœurs, des bonnes sœurs. J'ai vu il y a un cimetière où il y a les 6 dernières sœurs de la léproserie qui sont enterrées là, donc une qui s'appelle, je crois, Marie-Cécile, et il restait quelques lépreux quand même. On avait transporté la léproserie, ça s'appelle maintenant la maladie de Hansen, on ne dit plus léproserie, on dit hôpital enseignant, c'est à Pointe-à-Pitre, mais il restait quelques lépreux. Et j'en ai parlé dans ce cours de Concotier parce qu'un journaliste très vilain s'est pris pour Albert Londres et a fait une campagne contre la manière infâme dont il traitait ces lépreux. Oui. C'était pas vrai du tout. Au contraire, il était très bien traité. Et c'est là que j'ai vu le gendarme, l'unique gendarme de la Désirade qui me pilotait, serrer la main d'un lépreux qui n'était pas ganté du tout et qui avait des moignons de doigts comme Saint-Louis. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est des choses comme ça. Alors, Beigneux qui est arrivé là-dedans, il a cherché ce qu'il y avait de plus isolé comme île. C'est un type qui a eu une vie extraordinaire, il est archi-mort maintenant. Alors, il avait fait la guerre d'Espagne dans les rangs républicains. Dans les brigades internationales. Oui, dans les brigades internationales. Il avait été dans la marine française, il a été explorateur, il a fait du commerce, puis il en a eu marre de tout. Il s'est installé à la Désirade où il s'est mis à faire des maquettes. C'était un anarchiste fini. Il refusait de mettre son fils à l'école. Il en a fait un type surdoué. Et ce fils était tellement bien enseigné qu'à 15 ans, on est venu l'interroger parce qu'il n'allait pas à l'école, c'est pas légal. Ils sont venus l'interroger depuis l'académie de Pointe-à-Pitre. Et ils se sont aperçus que le type qui avait 15 ans avait déjà un niveau de la licence. Voilà. Alors ils sont partis pas. Enfin, je parle de Beigneux comme ça. Alors en effet, il y a 3 ou 4, 5 chapitres sur cet homme qui m'a beaucoup influencé, d'autant plus qu'à l'époque, comment dirais-je, comme vous avez pu le voir, puisque vous avez lu un ou deux passages, j'avais des idées qui étaient de droite, mais il y en avait aussi qui étaient de gauche. Pas. Vous êtes, vous êtes très au-dessus de la mêlée. Je crois que vous êtes attaché aux hommes et seulement attaché aux hommes. Il y avait des injustices sociales comment dirais-je, que je ne supportais pas. Oui. Et puis vous faites aussi, et ça j'ai bien aimé, à propos de la Martinique, à propos de Fort-de-France et du libérateur qui s'appelle Schechler. Et là vous avez un passage que j'aime beaucoup. Parce qu'il dit, je crois, une grande vérité. D'abord, c'est pas Schechler qui... Schellcher. Vous parlez... Ah oui. On aurait dû donner... on aurait dû faire des statuts à quelqu'un d'autre. Schellcher, j'ai toujours horripilé par Schellcher. Tout le temps. Ça continue. Parce que Schellcher, c'est quand même celui qui a fait voter la loi d'abolition de l'esclavage. Et il était temps qu'on le fasse quand même. D'ailleurs, parce qu'en 1848, les Anglais l'avaient fait voter bien avant. Bon. Oui. Je rappelle au passage que mon arrière-grand-oncle était un des deux. On ne parle jamais de Raspail dans la loi anti-esclavage, d'abolition de l'esclavage, mais c'est lui aussi. Il a d'ailleurs une rue à Pointe-à-Pitre, Raspail. Voilà. Alors, Schellcher, bon, l'esclavage, il n'y a rien à ajouter. C'est une chose qui a peut-être suivi les nécessités de l'époque mais qui est, comment dirais-je, qui est inadmissible. Bien sûr. Bon. On peut l'expliquer historiquement, on ne peut pas dire que c'était quand même très bien, pas possible. Voilà. Alors, Schellcher.
À la Martinique comme à la Guadeloupe, Schœlcher est omniprésent. Il y a des rues Schœlcher, des boulevards Schœlcher, des statues Schœlcher un peu partout, des Schœlcher en redingote, des Schœlcher en costume, des Schœlcher, etc. Il y a des boulevards Schœlcher, il y a un hôpital Schœlcher, des bibliothèques Schœlcher, des restaurants, des arrêts de bus. des arts, tout. C'est Schœlcher à G continu, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Bien. Ce qui fait que ça prouve, comment dirais-je, l'étrange propension des Antillais, pour lesquels j'ai de la sympathie, croyez-moi, les Antillais, à se référer perpétuellement à leurs ancêtres esclaves. Non pas qu'il faille l'oublier, naturellement, mais de s'y référer à tel point que inconsciemment, ils finissent par se considérer encore comme des sortes d'esclaves et qu'ils ne sont pas encore libérés. Tout dû, d'ailleurs, d'où tous les troubles sociaux qu'il y a eu en Guadeloupe, notamment. Vous l'expliquez très bien. Ça, je ne savais pas. Je vais vous lire, Jean Raspail. Et vous préfériez qu'on parle de Delgrès. Ah oui, alors Delgrès, alors... Justement, Schœlcher est un faux héros pour les... Absolument. C'est un héros qui mène les Martiniquais et les Guadeloupéens dans une mauvaise direction. On peut le saluer, je le salue, tout le monde salue, mais ça suffit comme ça. Alors que Delgrès pourrait être leur beau héros, et il a une statue, mais il a une petite rue, et Delgrès c'est celui qui s'est révolté, les armes à la main. Quand vous savez que l'esclavage a été aboli en Guadeloupe, puisque à la Révolution. Oui. Voilà. Il a donc été rétabli par Napoléon. Oui. Voilà. En Martinique aussi, mais la Martinique était occupée par les Anglais. Donc c'est un problème à part. La Guadeloupe a eu tous les problèmes de la Révolution, donc on leur a rétabli l'esclavage. Et quelqu'un ne l'a pas supporté, c'est Delgrès. Et Delgrès était un noir esclave, et il s'est révolté par les armes. Il a eu beaucoup de partisans. Hein. Il a combattu le fameux général Richepense, et il a été vaincu. Mais après des combats magnifiques, et c'est lui le héros. C'est pas Schœlcher. Et non, il faut que ce soit Schœlcher et pas celui qui a été le plus, comment dirais, le plus vigoureux, le plus déterminé. C'est lui le héros de l'anti-esclavagisme, et pas le Schœlcher bourgeois en redingote qui ne fit qu'octroyer comme une charte ce que Delgrès voulait conquérir par les armes et pourquoi il mourut. Ainsi, le souvenir de l'esclavage, si l'on ne peut s'en passer, chatouillera moins l'amour-propre antillais. Symbolisé par un Delgrès bien monté en épingle, le peuple aura l'impression d'avoir marqué lui-même son destin. Le procédé n'est pas nouveau. Les Français l'employèrent en août 1944, quand les Parisiens libérèrent leur ville au prix de morts glorieuses mais inutiles, grâce à l'intelligence d'un général allemand, alors qu'il suffisait de patienter 8 jours et d'attendre en cousant des drapeaux. La nuée américaine. C'est ce sursaut de la 11e heure qui rendit à la France, paraît-il, l'honneur, la gloire et la bonne conscience perdues dans la débâcle et dans l'occupation. C'est un peu osé comme je trouve, moi. On s'échappe de Delgrès pour arriver là. Vous montrez très bien que ce rappel de Schœlcher et de l'esclavage non-stop crée dans la mentalité des Martiniquais un ressentiment qui est sans cesse ravivé. Et on a envie de dire, il y a d'autres exemples aujourd'hui qui nous sont rebattus. La repentance à propos de l'Algérie. Il y a peu de temps, sous le règne de la Noël, on a débaptisé la rue Richepense, qui est une rue importante. Alors ce général Richepense, c'est celui justement qui a été envoyé par le directoire pour remettre de l'ordre en Guadeloupe. Voilà, exactement. Mais il avait fait de belles guerres avant et après. C'est pas son unique devoir. Bref, il a été question de savoir comment on nommerait. Eh bien, ils ont choisi
comment il s'appelle, celui qui était musicien, le rue du Chevalier. Oui. Mais le nom ne vient pas. Un très grand chevalier de... non, pas du tout. Un très grand musicien de... Oui, c'est ça. C'est un musicien Métis, sous Louis XVI, je crois. C'est ça. Saint-Georges. Qui était, oui, là, le Saint-Georges. chevalier Saint-Georges, c'est ça, et qui était un mulâtre antillais, très, très en vue à la cour, voilà. Et j'ai écrit, moi, à la mairie de Paris, en disant que c'est pas exactement pas tout à fait ce que vous venez de lire, mais parce qu'il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans, ça c'est tout. Je dis c'était pas le chevalier Saint-Georges, c'est Delgrès. En plus, ça a été une belle revanche de donner la rue Richeponce à Delgrès, justement, qu'il a évacué. Non. On devrait vous nommer à la commission des sites. Je pense qu'il y aurait quelques petites choses qui seraient très élégantes dans Paris. Il y a aussi une scène absolument fabuleuse. C'est le récit d'un combat de coq dédié à la Chambre des députés de Léopoldville. Alors là, c'est d'une insolence absolument crasse parce que... Ça, j'ai oublié, alors quand même. Alors, les combats de coq, c'est un sport très apprécié. Encore maintenant. Et il n'est pas interdit. Ça serait une révolution si on interdit les combats de coq. Moi, j'ai été passionné par les combats de coq. Hein. Et alors, vous... C'est très, très amusant. Surtout l'ambiance, c'est fou. L'ambiance, des gens, des notaires, des médecins, des oui, ils ont une écurie. Ils ont une écurie de combat. Et très sérieux, des gens très sérieux dans la vie qui arrivent, les poches pleines de billets pour ces paris extraordinaires sur les combats de coq. Mais évidemment, quand vous comparez ça à la Chambre des députés, vous dites de Léopoldville, mais c'est d'autres chambres de députés. Toutes les chambres de députés moi, je suis allé à celle de Léopoldville, ça m'a suffi chez ça. Mais ça, c'était en 60, la Chambre des députés de Léopoldville, après l'indépendance du Congo ex-belge, oui. J'avais oublié ce chapitre. Tintamarre, alors ça c'est vraiment très joli, votre hymne à Tintamarre, cette toute petite île. Je rappelle aux auditeurs que il y a dans ce beau livre, Secours le cocotier, chez Via Romana, par Jean Raspail, vous commencez votre livre par une petite carte qui est très, très claire. Oui, il manque quelques îles dessus d'ailleurs. On voit bien au-dessus du Venezuela cet arc de cercle entre Porto Rico et Trinidad. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je rêve de Trinidad et de Tobago. J'ai envie de ces îles espagnoles. Elles sont anglaises. Anglaises maintenant, mais elles étaient avant, non? Oui, mais elles sont anglaises. Oui. Mais Trinidad et Tobago, c'est british. L'Espagne est restée, non? Ah non. L'atmosphère espagnole n'est pas restée? Écoutez, moi, je suis allé tellement peu à Trinidad que je ne me souviens absolument pas. Mais c'est british, la Jamaïque, c'est british. Beaucoup de ces îles étaient espagnoles, mais ça s'est réglé assez rapidement au cours du XVIIe siècle. C'était pas hier. Puis alors, vous montrez aussi que ces îles, pour en terminer aussi avec la Martinique, vous vous amusez avec l'utilisation du créole à la radio. Et là, vous montrez que... Ça a changé, ça. Ça a changé. Je trouve que c'est un chapitre qui date. Oui. Mais parce qu'à l'époque où vous y allez, donc nous sommes en 1966, tout individu qui parle à la radio doit parler avec l'accent créole. Oui. C'est-à-dire avaler les R. Oui. Et donc, tout devient très difficile. Oui, je me souviens du proviseur du lycée de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, je ne sais plus, qui me disait je n'arrête pas de leur dire articuler. D'un autre côté, comment dirais-je, élidation, les airs est assez jolie quand c'est pas excessif. C'est ce qui fait le charme de l'accent créole. Et vous l'avez encore maintenant. Oui, bien sûr. Par exemple, l'accent des Békés, qui est un accent, ils ont tous. Les Békés sont les vieilles familles blanches de Martinique et de Guadeloupe. Et l'accent est absolument ravissant. C'est quand il est excessif
Bien Voilà. sûr. Seulement, il y a toute une part ils en font un orgueil, une sorte, le créole, les Martiniquais, les Guadeloupéens en font une sorte d'orgueil national. Et comme si c'était une langue. Il ne faut pas leur dire que c'est un patois. Ils sont furieux, mais ça ne fait rien. Et longtemps, le créole les a enfermés. Leur amour total du créole les a enfermés. Et là aussi, je crois, il y a eu une exagération. C'est tout le pavois sur lequel comment il s'appelle, Aimé Césaire a hissé la langue créole. Bien sûr, bien sûr. Mais là, j'ai été assez vache. Mais ça, c'est une situation de l'époque. Maintenant, comment dirais-je, il parle toujours le créole, bien entendu, tout le monde. Mais la langue française a quand même gagné beaucoup. Non, Alors, il y a des passages très rigolos sur les moustiques contre lesquels vous vous battez, sur le punch que vous adorez, et je vous comprends bien. Ah oui. Cette philosophie du punch, qui est une pure merveille. Des portraits, je l'ai dit, multiples et variés de personnages étonnants, y compris votre logeuse qui récite des chapelets. Derrière la cloison dans laquelle vous êtes. Et puis il y a ce passage étonnant, vous êtes en mer et vous parlez d'une tentation du suicide. Ah oui. Ça, c'est un passage étonnant. J'ai relu, j'ai été surpris, oui. Oui. La mer vous a... Ouais. La mer, vous écrivez « Les Antilles, la nuit, la mer, à 3 heures, qui appelle le suicide. Enjambez la Lys et ça y est. Les vagues argentées vous réclament, la grande paix, le bruit des vagues qui couvre tous les bruits de la vie dans la tête, les bruits de son propre cœur. J'ai enjambé la Lys, je vous jure, j'ai faibli. » C'est tout, le texte s'arrête là. Et vous... c'est une histoire absolument vraie, ça. C'est... La mer a ce pouvoir, et vous le dites, vous parlez du chant des sirènes d'Homère. Attends, il y avait peut-être un peu... il me semble que j'ajoute que j'avais peut-être bu un peu de punch. Un peu de punch, absolument. Non, c'est un livre, chers auditeurs, très réaliste. Il y a beaucoup de choses dedans. Extraordinairement réaliste et extrêmement vrai, où l'on retrouve votre plume alerte et vous empoignez le lecteur et vous nous faites rire. Et ceux qui ont été dans les Antilles retrouveront leur voyage énormément. Et ceux qui n'y ont pas allé, qui s'en passent très bien, auront un peu une idée de ce qui s'y passe et de ces paysages sublimes, parce qu'il y a ces paysages sublimes, de ces gens charmants, de ces gens très accueillants, et du mythe du tourisme. Merci beaucoup, Jean Raspail, pour ce secouant le cocotier, les Antilles, un peu à la folie et pas du tout. Chez Via Romana. Il y a un passage que j'aime beaucoup aussi, c'est « J'aime et j'aime pas ». Là aussi, il est ça, si je puis me permettre de le recommander au lecteur, pour savoir ce que c'était Raspail, comment il écrivait, comment il pensait à cette époque-là. Là, ça c'est sonné, ça. Alors. Rien ne vous arrête. Vous aimez et vous n'aimez pas. Ah oui, oui. Et on a envie de dire... C'est une série comme ça, si on faisait ça maintenant... avec tout ce qui se passe autour de nous, un truc j'aime, je n'aime pas, j'aime, je n'aime pas. Ça serait jouissif, un truc comme ça. On n'a plus le droit. Ah, oui. Bon. On n'a plus le droit. Chers auditeurs, à jeudi prochain. Merci Jean d'être venu. Et chers auditeurs, venez retrouver Jean Raspail le 9 décembre, 18 rue de Varennes. Et il vous dédicacera ces très beaux livres. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Jean Raspail. Au revoir.